Pour le dollar et 60 pour l'euro. Et tout ça précisément pour coller à la réalité de nos échanges extérieurs et préparer de façon, je dirais, logique, le passage au régime de change flexible. Je vous avais dit que nous avons travaillé avec le Fonds monétaire international en particulier, que nous avons fait le séquençage et que maintenant, entre le ministère des Finances et nous-mêmes, nous sommes d'accord pour commencer à envisager les étapes de migration vers le régime de change flexible. Clair? Mais quand on dit « je passe au régime de change flexible », ça veut dire que le point d'ancrage au niveau n'est plus le taux de change, mais ça devient la politique monétaire. C'est pour cela qu'en même temps qu'on migre vers le régime de change flexible, nous migrons vers le ciblage d'inflation. On était collé à une monnaie avec une pondération très forte. Je dirais que la politique monétaire n'avait de sens que dans la mesure où les résidents n'avaient pas la liberté de mouvement, je dirais, avec l'extérieur, libre avec l'extérieur, et que de l'autre côté, les banques étaient sous liquide. Donc ça donnait un certain sens à la politique monétaire, mais limité. Quand vous passez à un régime de change flexible, le point d'ancrage devient la politique monétaire. Et donc le ciblage d'inflation, c'est ce que nous sommes en train d'opérer. Et c'est tout le travail dont j'ai parlé en premier, sur la modélisation, sur le court moyen terme, sur le long terme, sur le macro-prudentiel, etc. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Et donc, cette mesure de nouvelle pondération au niveau euro-dollar était inscrite dans le cadre de cette migration vers le régime de change flexible. Ok? Bien. Alors, l'électronique, le commerce électronique. Ben, à mon avis, d'abord, tous les pays, à mon sens, commencent par d'abord encadrer ça sur le plan, je dirais, des textes, de la sécurisation des opérations, etc. Le problème des banques, donc elles, si elles doivent également la réglementation d'échange, pas uniquement la réglementation au niveau du commerce extérieur. Donc commerce extérieur, échange. À ce moment-là, les banques vont devoir travailler dans le cadre de cette réglementation à la fois d'échange et du commerce extérieur. Je ne vois pas pourquoi les banques vont être réticentes à opérer s'il y a un cadre qui définit, je dirais, ce commerce, dans quelles conditions, etc. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur le crowdfunding, c'est-à-dire le crédit participatif. C'est-à-dire le crédit qui est appelé pour les opérations innovantes, où il y a des investisseurs individuels qui veulent participer. Et donc tout ça, nous sommes en train de préparer un petit peu le cadre de cette nouvelle façon de travailler au niveau qui se développe maintenant depuis une dizaine d'années, notamment aux États-Unis mais en Europe, et où les pays ont pris des règles, ont pris des réglementations, en bonne et due forme, parce qu'ils ont mis... Qu'est-ce que c'est que ce crédit participatif? Quelles sont ses natures? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est un prêt en obligation? Est-ce que c'est un prêt en action? À quelle limite il faut se situer? Et surtout, quand vous parlez de commerce, dès que vous parlez de commerce numérique, et où le crédit participatif sur des plateformes, parce qu'il se fait par des plateformes informatiques, il faut toujours regarder l'aspect lutte contre le terrorisme, financement, blanchiment d'argent, parce que c'est des risques qui sont très très importants liés à des opérations comme ça. Donc, il faut un cadre réglementaire ou légal, et à partir de là, ça donne à tout un chacun le rôle qu'il doit jouer, dans quelles limites il doit les jouer. À gauche. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.